Alors, est-ce que c'est parti? Oui, mais c'est parti, je m'entends en double, c'est fantastique. Et alors... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je coupais le son du stream de mon retour stream. Alors voilà, on est dimanche soir, il est 20h30, nous sommes le dimanche 29 novembre, voilà, demain c'est le dernier jour du mois. Voilà, il est 20h34, je suis toujours sur WoW parce que je pensais avoir fini mes activités WoWesque, si je pourrais m'exprimer ainsi, avant 20h30, et non, je suis un peu en retard. Alors pardon, j'essaie de récupérer le stream sur mon téléphone pour avoir le chat si éventuellement je ne suis pas tout seul ce soir. Allez, s'il te plaît. Je balance mon live, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, bon bah voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis donc en fait actuellement dans la tour des tourments. Dans les étages supérieurs de la tour des tourments, en fait au niveau 2, étage 4 ou 5, au total il y aura 6 étages, enfin 6 étages dans ce niveau, donc j'ai bientôt fini, voilà, il faut juste que je finisse ça, j'espère que... Ah oui, les sons étaient très bas la dernière fois, donc vous entendiez quasiment rien. Hop là, je remonte un petit peu le son pour que vous ayez un son de jeu à peu près acceptable, voilà. Comme ça, ça devrait être bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de farmer quelques petits trucs. Vous voyez quelque chose de normalement aberrant pour tout bon joueur de jeux vidéo, c'est que je joue à la souris. Je vous l'avais déjà dit. Je suis un peu flemmard en fait. J'ai vraiment la flemme de binder comment on dit, de bien binder mes touches pour avoir tout autour de la main gauche. Voilà. En plus, j'ai pas les doigts très déliés, donc c'est pas, voilà. Je m'en fous un peu de pas être comme il faut à ce niveau-là. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà, je me dépêche de finir ça. Ça vous fait voir un peu de gameplay, si éventuellement ça pouvait vous intéresser. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, World of Warcraft. J'y joue environ quelques heures par semaine. Bon, là, le jeu vient de sortir depuis mardi matin, donc forcément, j'y ai passé un certain temps. Qu'est-ce qui se passe? Recherche... Ah, c'est cool. Voilà. Là... voilà. Où est-ce qu'il est, Il est à l'étage. Il est à l'étage, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, moi je joue chasseur en corps à corps. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre si vous n'êtes pas familier du jeu, mais comme toutes les autres, la majorité de toutes les classes, en fait, comme 99% de toutes les classes, excepté une, excepté deux, il y en a une qui a deux spécialisations et une qui en a quatre. Mais donc voilà, le chasseur, parmi ces trois spécialisations, on a une qui s'appelle la spé survie et qui est en fait une spé qui lui permet de jouer au corps à corps. Alors c'est plus du semi-corps à corps que du corps à corps à 100%, mais c'est cette spé que j'aime bien parce que j'aime bien avoir une grosse arme dans les mains. Rien à compenser, bien entendu. Mais voilà, une arme... je vais baisser légèrement le jeu pour mes oreilles parce que j'ai besoin d'entendre un peu, de m'auto-entendre parler, comme on dit. Donc voilà. Donc en fait le principe, voilà, c'est que j'ai une arme à deux mains, un familier, et je voilà. suis beaucoup trop loin. Et que je me bats plutôt au corps à corps, que je balance des pièges, des bombes sur les gens. Voilà. Et j'aime bien ça. Enfin, je trouve ça cool comme... je trouve ça sympa qu'ils aient modifié, enfin qu'ils aient mis ce type de spé là. Parce qu'en fait on a déjà deux spés de tir à distance. Une spécialisation un peu dressage et une autre spécialisation vraiment sniper. Et du coup je trouve ça bien d'avoir que la troisième spé, qui était avant une spé entre guillemets full tracker piège. En fait il est un peu fait...
progresser, pour avoir une espèce de... Je sais pas comment on pourrait appeler un chasseur qui... Enfin, un dompteur de... Un combattant au corps à corps avec une bête, on va dire. C'est plus ça, en fait. Voilà. Donc ça... Et en fait, avant qu'il fasse ça, eh ben, je ne jouais absolument pas chasseur. C'était vraiment le truc que j'attendais pour pouvoir jouer chasseur. Ça m'intéressait pas du tout de jouer avec des armes à feu ou des arbalètes ou des choses comme ça. Ou des... Et voilà. Et voilà. Mais en vrai, il y a plein de... Il y a plein d'idées de spé un peu fun qui changeraient des... Alors... Je sens que ça va être la galère. Là, vous voyez... on va changer ça. Il faut que je trouve le code, en fait. Je trouve le code qui va faire... Ah, voilà, c'est cool. Ça va pas être trop long. Alors, posez les pièges augmente les dégâts que vous... Non. Réduit le temps de recharge de dégazagement de... Est-ce que je l'ai pas déjà pris? Mais j'en pose jamais des pieds... Allez, on va prendre ça. Allez. Hop là, bah parfait. Le boss, il est là, du fin de niveau. Alors, moi, je joue plutôt, si possible, en mode roleplay dans ce jeu, parce que sinon, je trouve ça... disons, juste jouer... En fait... Pardon, je bafouille parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps, mais World of Warcraft, c'est un MMO. Et c'est pas un vrai RPG. Non. Non. Ok, on va prendre ça. Et c'est pas un RPG. Et en fait, aujourd'hui, tous les MMO se disent MMORPG, mais il y en a quasiment aucun qui sont des vrais RPG. Je crois que pour... Alors, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un certain nombre, parce que j'aime bien ces jeux-là, et en fait, parce qu'en fait, vraiment, je cherche un jeu qui soit un bon RPG. Mais concrètement, j'en ai pas découvert beaucoup qui soit... En fait, clairement, hein, le seul MMO que j'ai fait qui, pour moi, s'approche un tant soit peu du système de RPG, c'est Star Wars The Old Republic. Qui est un jeu qui n'a pas très bien marché, malheureusement. Donc là, je fais pas la même erreur que mercredi soir. Je prends tout de suite une petite gorgée, parce que... Voilà. Buvez avec modération. Moi, c'est mon cas, je fais attention. Alors, bon, je suis arrivé à mon... J'espère, dernier étage. Ouais, en fait, c'est le seul que je vous disais, pour moi, c'est le seul qui soit vraiment RPG, parce que c'est le... Pourquoi j'ai pas ma bête? Votre familier est mort. Ah, pardon, j'avais pas fait gaffe. Parce que... Ah, mais je crois que je suis arrivé au bout, là. Je suis pas arrivé au bout, là. Bon. Tout est négociable. Donc lui, c'est un vendeur qui va m'améliorer mes stats dans le donjon. Réduire les doefs. Bref. On va commencer par essayer de voir si on peut avoir un nouveau gros pouvoir intéressant. Ah bah ça c'est vachement bien. Ordre de tuer ou tir mortel. On va augmenter ordre de tuer. Allez, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça. Et on va prendre ça. Voilà. Comme ça se trouve, en face c'est... Non, c'est... Gearus. C'est le dernier boss ou pas? Je crois que c'est le dernier boss. J'ai l'impression que c'est le dernier boss. Gearus l'enchaîné. Et derrière c'est la sortie. On va voir si je peux pas prendre un dernier truc pour me booster, mais normalement j'ai largement de quoi le défoncer. Je suis pas mort une seule fois. Ouais, je suis étage 6, donc normalement c'est le dernier. Je suis arrivé au bout. Goudron, non. Non. Bon, écoutez, j'ai pas besoin de rien d'autre pour le défoncer.
allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Allez, hop. Voilà. Alors j'espère que les clics en répétition vous saoulent pas les oreilles. Ouais, donc voilà, pour moi c'était Star Wars The Old Republic qui est, parce qu'il est, pas, il est toujours en ligne ce jeu, le vrai RPG, le seul RPG de tous ces MMO que je connaisse, c'est le seul qui soit un vrai RPG, parce qu'en fait c'est le seul dans lequel on est à faire des choix qui aient des conséquences. Dans WoW, on fait jamais aucun choix qui ait de réelles conséquences. Quand je parle de choix scénaristiques, hein, il y a un seul scénario qui est quasiment le même pour tout le monde. La seule éventuelle différence qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on joue Horde ou qu'on joue Alliance. Moi, je joue Horde. Quasiment exclusivement Horde. Donc voilà. Alors que dans Star Wars, et en fait, de nombreuses quêtes, en fait, toutes les quêtes, en fait, c'est simple, dans Star Wars, toutes les quêtes ont au minimum 2 choix de résolution possibles. Et ça va faire varier le comportement des PNJ envers nous, ça va faire varier notre réputation, et puis on peut tout à fait en fait se forger une réputation de gros connards et de grosses ordures auprès de certains clans, auprès de certaines familles, auprès de certains villages, et puis d'autres, en fait, au contraire, décider de se faire complètement aduler et tout. Et, parce qu'en fait, dans Star Wars, tout est complètement axé sur la vision du côté obscur ou du côté du milieu de la force. Et en fait, quasiment toutes les décisions qu'on a à faire, voilà, c'est bon, c'est fait, on va avoir comme impact, est-ce que vous choisissez une résolution qui est entre guillemets positive, une résolution qui va être négative, et que vous aurez assumé, parce qu'en fait vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et je trouve ça vachement bien. Ok, bon voilà, donc je suis arrivé ici, c'est bon, je vais quitter, et puis on va se mettre sur la peinture. Quitter. Voilà. Voilà, parfait. Et donc, en fait, vous ne pourrez pas revenir en arrière si, à partir du moment où vous aurez fait cette décision-là. Et vous aurez pris cette décision-là. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve, entre guillemets, hyper important, hyper primordial, en fait, dans n'importe quel jeu qui se veut RPG. Et finalement, dans World of Warcraft, jamais ça n'arrive. Hein, vous n'avez jamais à prendre une décision qui aura un réel impact sur la suite des événements tels que vous les percevrez, vous, dans le jeu. J'ai fait d'autres jeux, j'avais fait Guild Wars 1 à l'époque, mais Guild Wars maintenant c'était vieux, le 1, ça n'arrivait pas. Est-ce que ça... Il n'y avait pas un moment où on devait faire un choix que... Oh, je sais plus, je crois pas. Alors, malheureusement, j'ai pas joué aux deux. Qu'est-ce que j'ai fait Final Fantasy XIV. J'ai fait Final Fantasy XIV qui est vachement bien, mais... pareil, dedans, on fait jamais aucun choix qui aura un impact sur la suite du jeu. Je sais que j'ai fait d'autres MMO. Je les ai pas en tête, mais je sais que j'en ai fait d'autres des MMO. Mais Ah si, j'ai fait The Elder Scrolls Online en MMO. Ouais, pareil, dedans, je crois qu'on fait jamais aucun choix qui va avoir un impact sur le déroulé du scénario du jeu. Bref, là dans WoW, à l'extension précédente, là pendant 2 ans, moi j'ai fait tout mon possible pour être du côté du chef de guerre de la reine Banshee, Sylvanas Coursevent, qui était l'un des personnages entre guillemets antagonistes, et qu'on pouvait malgré tout faire le choix de soutenir. Écoutez, en vrai, ça m'a juste offert quelques lignes de dialogue un peu différentes par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça n'a rien modifié à mon expérience de jeu. Enfin, aujourd'hui, ça change rien, quoi. Je suis la même histoire que tous les autres. Et puis même à la fin, la résolution, j'avais la même histoire que tous les autres. Ça voulait juste dire, écoutez, on fait un petit clin d'œil, hein. On sait que vous êtes un méchant, mais en vrai, c'est la même fin pour tout le monde, quoi.
et ça change rien pour moi, etc. Et puis d'ailleurs, en fait, ce qui est un peu désagréable, c'est que comme il fallait que je puisse faire avec mon personnage qui était entre guillemets méchant et qui faisait à chaque fois les rares fois où j'avais un choix de méchant à faire, et ben je le faisais. Et bien, pour que je puisse suivre la même histoire que tous les autres, et ben j'avais toujours un PNJ qui disait t'inquiète pas, petit clin d'œil. On sait que t'es méchant, mais il faut quand même que tu fasses les trucs de gentil pour que les autres y croient que t'es gentil. Bah, ouais, non. À la limite, donnez-moi un autre scénario. Enfin, ayez prévu 2 scénarios différents et que bah, j'ai des résolutions d'histoire différentes et puis du coup, et ben, que j'ai des inimitiés différentes, des amitiés différentes et du coup, il y a des PNJ avec qui je pourrais plus parler par la suite et d'autres avec qui je pourrais parler et les autres joueurs qui auront fait des choix différents que moi, et ben, ce sera la situation inverse parce que on a assumé ses choix. Et c'était pas le cas. Enfin là, ça n'a jamais été le cas. Et alors que c'est quelque chose qui, par exemple, a été complètement implémenté dans Star Wars. Voilà, il y avait des gens avec qui on pouvait parler, d'autres avec qui on ne pouvait pas parler, parce il fallait assumer ses choix, et c'était comme ça. Et le jeu est suffisant. Il faut que j'arrête de parler au passé, parce que ce jeu est suffisamment bien pensé pour qu'en fait, ça n'empêche pas les interactions entre les joueurs eux-mêmes. Et bref, je trouve qu'aujourd'hui, avec ça fait 16 ans d'expérience sur World of Warcraft, il devrait avoir été capable de monter un système comme ça depuis très longtemps. L'extension précédente était basée justement sur la question de de l'honneur, hein, de Sylvanas Coursevent, qui est une chef de guerre déshonorée, entre guillemets, qui fait des actions déshonorables, et du coup qui attire des rebelles, voilà, une rébellion au sein de sa horde, avec des gens qui essayent de suivre les anciennes valeurs de la horde, honorables, etc. Et bah, j'aurais trouvé ça hyper intéressant qu'on ait des résolutions de quêtes en permanence, à savoir, est-ce que les quêtes, la façon dont on les résout, est-ce qu'on choisit une résolution honorable ou déshonorable. J'aurais trouvé ça vachement bien. Voilà, ça nous aurait fait voilà, on aurait juste eu un espèce d'axe. Est-ce qu'on agit de manière honorable ou déshonorable? Et voilà. Et je trouve ça intéressant. Là, j'ai trouvé ça hyper désagréable en fait, la façon dont Blizzard nous donnait des espèces de leçons de morale en permanence en disant bah ça c'est honorable, ça c'est déshonorable. Je fais pas non mec, non. L'honneur c'est la morale, c'est des notions qui sont hyper subjectives, hyper personnelles. Moi, il y a des choses que tu essayes de m'imposer, enfin, il y a des choses que tu essayes de m'imposer comme étant des questions d'honneur ou de déshonneur, je suis pas d'accord. On peut beaucoup plus nuancer les questions que ça. Et là, en fait, j'ai trouvé hyper désagréable, c'était qu'on nous laissait pas le choix. On nous disait, bah voilà, ça c'est honorable, ça c'est déshonorable. Et, et ça me gavait parce qu'en fait, on n'avait pas le choix, on se le prenait en pleine tête, on prenait la leçon de morale en pleine tête. Alors qu'en fait, eh bien, ce que j'aurais accepté, c'est si effectivement on avait eu un système, vous faites un choix et vous l'assumez. Et si vous l'assumez, à ce moment-là, eh ben, c'est très bien, vous prenez votre décision et elle va se dérouler de cette manière-là, vous allez l'assumer. Bon, bref. Passons à la peinture. Je vais vous mettre... je vais déplacer un petit peu les choses ici. Je déplace voilà, mon micro. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah oui. Hop là, je déplace mon micro. Je vais aller mettre un peu d'eau dans mon verre. Je vais reprendre... Je vais reprendre la peinture de quoi ? Je vais reprendre la peinture de la bestiole que je peignais déjà la semaine dernière, c'est-à-dire la chimère. Je vais être honnête, hein, j'ai pas eu l'occasion de toucher à la peinture depuis une semaine. Alors j'ai pas eu l'occasion, c'est que, en fait, que j'ai fait d'autres choix d'occupation, hein, puis bah, notamment World of Warcraft, hein, je vais être honnête. Alors... on va mettre un petit peu de musique. On va se mettre un peu de musique. La dernière fois, je vous avais fait écouter du Brahms. Alors Brahms, c'était pendant la peinture, Brahms. C'était pendant la peinture. C'est la musique que je vous ai mise mercredi soir, que vous n'avez pas du tout entendu. Qui était la musique de WoW, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous mettre là ce soir comme musique un peu sympa ?
Un truc que vous connaisseriez pas forcément. Musique, qu'est-ce que j'ai? Ah non, bah non, là je suis pas sur le bon fichier. Forcément, voilà. Musique d'ambiance. Luc Arbogast. Ah ouais, c'est vrai, j'ai les premiers albums de Luc Arbogast avant qu'il soit connu. Euh, Est-ce que vous voyez Luc Arbogast, c'est le gars qui s'est fait connaître sur TF1 par The Voice. Euh, et, euh, et en fait, ce gars, moi je le connaissais déjà à l'époque où il était chanteur de rue à Strasbourg. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui, de boire une bière avec lui, et j'avais son premier album qui s'appelait Jaldir ou un truc comme ça, ou Domus. Non, Domus c'est son deuxième album, et c'est ça. Son premier album c'était Jaldir et ou Dair Vinour, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, moi j'adorais. J'adorais. Bon, depuis, enfin voilà, il a vachement. Déjà, à l'époque, il était, je trouvais bon. Aujourd'hui, il a vachement progressé encore plus. Et, euh, et voilà, depuis, il est hyper connu. Et le petit souci, c'est que bah, il avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Il avait gravé son album, son premier album qu'ils vont regarder dans la rue avec les moyens du bord, quoi, avec un ordinateur. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai tellement poncé le CD. J'ai tellement poncé le CD. Je pense que j'ai tellement écouté à l'époque. Bah en fait, aujourd'hui, la piste, elle est toute pourrie. Elles sont toutes pourries. L'album, il est tout abîmé. Et bon, déjà, il avait fait ce qu'il avait pu avec du matériel de qualité assez moyenne. Et du coup, aujourd'hui, l'album, enfin, mon CD, il est tout pourri. Et en termes de qualité sonore, j'ai réussi à le mettre sur mon ordinateur pour avoir les pistes en numérique et numérisé pour voilà définitivement, mais bon bah la qualité est quand même vachement endommagée et voilà. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup son deuxième album qui s'appelle Domus, où il a repris des chansons précédentes, en fait il les a fait différemment, il est avec des nouveaux arrangements. Alors c'est cool parce que du coup on redécouvre les chansons avec de nouveaux arrangements, mais j'aimais bien les versions, la première avec laquelle je les avais découvertes. Et, du coup, il chante plus comme ça. Alors je vous dis ça, mais maintenant, en fait, j'ai pas du tout acheté son dernier, enfin, l'album qu'il a fait depuis The Voice. Je sais pas s'il en a fait un deuxième après, mais en fait, depuis qu'il est connu, quoi, qu'il est devenu vraiment connu, je trouve ça vraiment cool pour lui, hein, qu'il soit vraiment connu et tout. Je trouve ça vraiment cool, mais du coup, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, pas encore. Je le ferai, hein, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme... je peux pas vous mettre de la musique avec des paroles parce que sinon ça va être un peu chiant. Ça va être un peu chiant. Quand même, tout ce que je raconte moi avec ma bouche est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux. Ah oui, 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 oui. Alors, non, on fera ça une autre fois. On fera ça une autre fois. Pou, pou, pou. Je vais vous mettre... non, pas du métal. Je suis un gros écouteur de métal, forcément, donc j'en ai plein. J'en ai plein. Écoutez, on va se mettre de la musique d'ambiance un peu gothique. Ça va correspondre avec mon ambiance de jeu actuelle dans World of Warcraft, parce que je me suis mis chez les vampires. Voilà, ma congrégation de jeux, et ce sont les vampires. Alors, allez, voilà. Ok, ça devrait être bien, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vais me mettre un peu plus de lumière pour peindre, parce que là, je vois que dalle. Et... Et puis, je vais mettre un peu d'eau et tout ça. Et voilà. Donc, je vais réarranger le set. Alors, bon, déjà, on va commencer par réarranger le set de... Hop là. Est-ce que ça va comme ça? Merde, vous voyez mon fauteuil avec plein de fringues. C'est pas... Hop là. Ah oui.
beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc du coup là en fait j'ai mon... si jamais je vous ai dit, il y avait des gens qui m'écoutaient, je pourrais vous répondre là. Enfin je pourrais suivre ce que vous me dites là. Là j'ai mon fil de mon micro qui est juste là. Et là on va pouvoir peindre. Je reviens dans une seconde, je vais... Voilà, mon verre d'eau. Hop là. Hop là, hop là. Est-ce qu'on reprend la peinture de ça? Oui, on va reprendre la peinture de ça, je pense. Voilà, j'arrive. Voilà. Alors, il y a un peu plus de... Voilà. Ça, c'est un peu mieux. Ça, c'est un peu mieux. Alors, ouais, ça fait une forme d'image un peu distordue, peut-être. Mais bon, écoutez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai... Non. La peinture, c'était quoi que je voulais faire? Ah oui, je voulais reprendre ça, c'était pas bien fait la semaine dernière, et remettre de la peinture, voilà, comme ça. Donc, racache flèche, et je sais pas si vous voyez comme ça. Racache flèche, et Rhinox hide. Alors ça va être pour faire la base de l'os, parce que j'ai pas tout bien fait la semaine dernière, et ça c'est pour la peau. Attends, non. Attendez, non, ça c'était ce qu'il y avait sur les ailes, mais du coup non, la peau je l'ai fait en Screaming Skull, en os. Donc voilà. Alors on va reprendre... On va prendre, voilà, un pinceau en... Comment ça s'appelle? Bon, large base. Vous voyez? Voilà. On va prendre ça. Alors, on va très brièvement faire le marron qui était pas très bien fait la semaine dernière. Oh, merde, il est complètement sec ce pinceau de mes burnes. Alors là, ce qu'on écoute, ce sont des morceaux que vous trouvez sur YouTube, hein, que vous trouvez sur YouTube, et le con que je suis n'a pas noté le nom des compositeurs. Du coup, je peux même pas leur faire la pub. C'est pas bien du tout de ma part. Mais vous tapez Dark Music Ambiance et vous les trouverez. Alors attendez, je vais vous donner exactement le... Ah, Peter Gundry, c'est ça. Peter Gundry, si voilà, vous allez voir ce qu'il fait sur YouTube, c'est vachement bien. Moi j'adore. J'adore. Voilà, vous pouvez acheter ces morceaux sur iTunes et ce genre de choses là. Bon, moi j'ai pas iTunes, mais vous les trouvez sur SoundCloud et tout ça. C'est mieux d'être sur sa chaîne à lui parce que voilà, c'est son... Pardon, je vais me mettre là dans le truc de la caméra. Parce que forcément, il faut respecter le travail des gens. Voilà. Alors, je suis parti du coq à l'âne. Hein. Ah non, si, je crois que j'avais fini ma conversation sur mon auto-conversation à propos des MMORPG. J'aimerais bien que Game Workshop nous annonce un MMO, un deuxième MMO, un nouvel MMO consacré à Age of Sigmar.
Je pense qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire, et notamment ça permettrait de développer le lore de leur univers, qui est le truc qui manque un petit peu. Comme ils sont partis sur de l'heroic fantasy, avec un nouveau lore, un nouvel univers qui correspond beaucoup moins à la référence culturelle qui était Warhammer Battle, hein. Parce qu'il faut quand même être honnête, hein, culturellement, Warhammer Battle c'était assez facile le lore, hein. C'était accessible à n'importe qui, quoi. Ça demandait pas beaucoup d'efforts de compréhension. Là, ils ont fait quand même un choix difficile et assez ambitieux de créer un nouvel univers, et en plus sur de l'heroic fantasy, c'est quand même beaucoup plus distancé que le médiéval fantastique. Donc il faut nous faire découvrir et rencontrer cet univers. Je pense que justement l'intérêt... il y a les bouquins forcément pour faire découvrir le lore. J'en ai pas encore acheté, il faut que je le fasse. D'ailleurs, si vous cherchez un bouquin qui parle un petit peu de la transition, qu'ils en ont toujours... En fait, la transition, il faut savoir qu'ils l'ont raconté dans les White Dwarfs. Et après ça, ils n'ont pas poursuivi. Enfin, ils n'ont pas poursuivi. Ils n'en ont pas fait un livre. Ils n'ont pas confié tout ça à un auteur pour raconter en détail la transition entre Warhammer Battle, l'effondrement du vieux monde, hein, ce qu'ils appellent, et pour arriver donc à Age of Sigmar. Alors d'abord l'âge du chaos, puis Age of Sigmar. Et en fait, il n'y a pas de bouquin qui le raconte clairement. Le seul bouquin qui est conseillé pour pouvoir en fait avoir... Oh la merde, la qualité du truc, c'est ouf. Pardon, je suis en train de voir l'état de mon pot de peinture. Bon, ça va. Ça va. Donc je disais, le seul bouquin qui en parle avec un minimum de détails, c'est le premier livre sur Gotrek Gurnison. Parce que en fait, il raconte de son point de vue comment il a vécu les choses. Mais du coup, c'est du point de vue de Gotrek, comment il se retrouve paumé à dériver dans l'espace et tout ça, et enfin tout ce qui s'est passé. De son point de vue. Mais au moins, on a une vision, on a une expérience, on a un souvenir du truc. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu le machin, mais j'avais trouvé que... Enfin, en White Dwarf, je n'avais pas trouvé que c'était hyper bien écrit. Je me suis vraiment dit, à ce moment-là... Parce qu'en plus, comme par hasard, les White Dwarf, je les ai pas. Je les avais lus en magasin. Ça m'avait fait passer par... une vendeuse m'avait très gentiment permis de feuilleter l'histoire. Et quand même... donc, ouais, enfin, j'avais trouvé que c'était pas ultra bien écrit dans le White Dwarf. Il y avait des choses qui étaient un peu accélérées. Grimgor Boîte-Orfer, donc le grand chef de guerre orque noir qui devient l'avatar de la bête, ou l'avatar de Gork et Mork, je sais plus. Et puis il se retrouve dans l'espace à flotter ou au sommet d'une tour avec je sais plus quel... il y avait peut-être Archaon, je crois. Je crois qu'il y avait le frère de Teclis, là, comment il s'appelle, celui que je pouvais pas blairer, là, Tyrion, c'est ça. Tyrion, et en fait, ils se mettent tous sur la tronche, comme par hasard, bien sûr, Grimgor Boîte-Enfer se fait ouvrir en deux par Archaon. Enfin, c'était un petit peu... Il y avait des choses qui sortaient un peu du chapeau, quoi, qui sortaient un peu de n'importe où. Pareil, il y a les Von Karstein, enfin les vampires de Sylvanie, et en fait toute la famille, alors qu'ils sont tous morts 20 fois, et plantés par des trucs qui devraient normalement les empêcher de revenir, bon bah là ils reviennent tous, sans vraiment justifier pourquoi, ni comment... un peu facile, quoi. Ils ont un petit peu, voilà, fait ah bah voilà, on va vous faire une grosse histoire, une grosse aventure épique avec tous les héros de l'histoire, et puis vous allez être contents. Et comme ça, ils sont tous morts. Mais cette fois-ci, c'est fini. Non mais je dis ça, mais en vrai, je leur en veux pas. Hein. Je leur en veux pas d'avoir fini cette histoire-là.
je trouve que c'était, entre guillemets, une bonne chose. J'aime bien, j'adore Age of Sigmar. Si ça avait resté Warhammer tel quel, je suis pas certain que j'y serais autant investi aujourd'hui dedans. Mais par contre, bon, je pense qu'il faut mieux le raconter. Là, il faut qu'il prenne un auteur, qui le raconte bien. Parce que c'est normal que la façon dont ils ont fait ça, là, c'est vexer des passionnés, des joueurs. C'était pas ultra bien raconté, hein, tout ça. Hein. Donc, pardon, je sais que là, je suis pas dans l'angle de la caméra. Voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'un MMO, puis comme ça, en fait, ils auraient énormément de marge de jeu et de progression, parce que, donc on a combien, il y a combien de royaumes là actuellement? Le royaume magique là, il y en a 8, 9, je sais plus, 6 au minimum, 6 au minimum, peut-être 9, peut-être jusqu'à 9, je sais plus. Et parce qu'il me semble qu'il y a au moins un royaume de plus que ceux qui sont racontés. Il n'y en a pas un caché, il n'y a pas un royaume caché. Bref. Et en fait, il pourrait nous révéler l'étendue de ces royaumes au compte-gouttes. Voilà, en disant, bah là pour l'instant vous avez accès à 3 régions de chacun des royaumes. Il y a même des royaumes qui seraient pas encore tout à fait accessibles, parce qu'il n'y aurait pas de raison qu'ils soient accessibles en termes de jeu. Des royaumes qui sont trop... qu'on appelle ça trop sauvages, si je puis me permettre l'expression, trop hostiles. Et voilà. Et ce serait... Et comme ça... Enfin, déjà, en fait, je trouve qu'en termes de... Enfin, vous imaginez un petit peu pouvoir se balader au cœur de leurs fameux dessins, là, qui agrémentent leur livre. Ce serait trop cool. Et puis... Moi, je me souviens d'avoir entendu Joueur du Grenier et son pote Crane, celui avec qui il fait les parties de JDR Aventure, dire que... En fait, ils se sont rencontrés parce qu'ils jouaient ils se sont rencontrés, en fait, sur le mémo de Warhammer, le premier, là, Warhammer Online, qui a pas très très bien marché, faut être honnête, parce qu'il était hyper rigide. Et ben, ils se sont rencontrés dessus, et notamment parce qu'en fait, ils adoraient le mode de PvP de ce jeu. Ils adoraient le mode de PvP de ce jeu, pour eux, c'était un super jeu de PvP, en fait. C'était... De tous les mémos qu'ils avaient fait, c'était celui qui avait le mieux réussi son mode d'affrontement joueur versus joueur. Donc... de leur point de vue, mais bon voilà. Alors... Aujourd'hui, en plus, avec l'expérience que Game Workshop et leurs partenaires ont dans la création de jeux et l'expérience qu'on a en général aujourd'hui sur les jeux vidéo de type MMO ou de RPG, il y a carrément moyen de pouvoir pondre un jeu avec un petit peu d'ambition comme ça. Parce que c'est sûr que là, on est loin, enfin... Là, c'est quoi le jeu qu'ils ont sorti avec le plus d'ambition? C'est leur FPS sur Warhammer 40 000 qui est sorti il y a 1 an ou il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a beaucoup d'ambition dans leurs jeux vidéo? Vermintide, ça a pas mal... Ça avait? Je sais pas. Je suis passé à côté de Vermintide, malheureusement. La seule fois où j'ai voulu jouer, le PC que j'avais à l'époque était de trop mauvaise qualité, et du coup, le jeu était pas très très jouable. C'était pas très agréable. Malheureusement. Alors là, j'ai récupéré quelques jeux. La semaine dernière... j'ai récupéré par un ami qui très gentiment me l'a offert Blood Bowl. Donc je pourrais vous faire des parties de Blood Bowl. Je sais pas s'il y a de l'affrontement multijoueur sur Blood Bowl. Mais ça voilà. Et l'autre jeu que j'ai récupéré, c'est... comment ça s'appelle?
la version numérique de Warhammer Age of Sigmar Underworld. Ça, je pense que ça peut être très sympa. Je pense que je vais vous streamer ça pas mal. Je vais continuer les streams de Dawn of War, mais un peu plus tard. Voilà, pardon, j'ai ma gorge qui fait des petits bruits. Alors, on va mettre ça de côté, on va faire la tête. Ah oui, je vous avais dit que je vous parlerais de... je vous avais dit ça... ouais, je vous avais dit mardi dernier que je vous parlerais de... Comment ça s'appelle ? De AEW. All Elite Wrestling. Bah, c'est peut-être l'occasion, là, du coup, pendant que je peins. Parce que je n'ai pas fait une vraie review... je vous ai pas fait une vraie review comme si j'étais un YouTuber qui faisait des reviews. Alors, bon, j'ai rien contre les youtubeurs qui font des reviews, hein, je suis moi-même abonné à certains d'entre eux. Qu'est-ce que j'allais dire bah, c'était vachement bien, comme d'habitude. Mine de rien, c'est des sacrés catcheurs, hein. C'est des sacrés athlètes. Les différentes vignettes étaient plutôt sympas. On note l'attention toute particulière de nous offrir un match féminin de qualité. Alors, pas que d'habitude leurs matchs de féminins sont de mauvaise qualité, c'est juste qu'en fait, ils ont du mal à nous proposer des rivalités, des histoires, des scénarios dans les rivalités féminines qui nous accrochent. Pour l'instant, ça manque un peu de charisme. Ils ont une catcheuse qui est très très bonne au micro et qui du coup raconte, enfin voilà, met des rivalités intéressantes dans sa façon de s'exprimer. Mais le problème, c'est que malgré son expérience de plusieurs années, elle est pas très fluide dans le ring. Il lui manque un petit quelque chose dans le ring pour être tout à fait suffisante. Mais d'ailleurs, en fait, toutes leurs catcheuses, ils ont des catcheuses qui font venir de loin, hein, du Mexique. Alors, vous allez dire, pour les États-Unis, le Mexique, c'est pas loin, mais ils ont pas mal de catcheuses japonaises, notamment. Et en fait, même si, genre, là, leur actuelle championne, elle a 15 ans d'expérience au Japon, et ben malgré tout, il y a des lenteurs, il y a des choses qui paraissent pas naturelles, évidentes dans le ring. Et malgré son expérience considérable, c'est ça qui est un peu dommage. Il manque quelque chose. Enfin, c'est... Alors après, peut-être que c'est aussi une question d'entraînement avec les partenaires, vous voyez. Faut être capable de véhiculer... Enfin, un match de catch, c'est pas une personne seule, quoi. C'est une communication qui doit être bien rodée entre deux catcheurs. Donc, faut que ça passe bien. C'est vrai que... après, vous allez me dire, ouais, mais les mecs qui arrivent, ils donnent pas cette impression-là du tout. Et quand ils se mettent, quand ils se mettent dans le ring, et ben, on y croit tout de suite à leur mouvement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais bon, aussi, pour qu'on ait dans le fait d'y croire, il y a aussi beaucoup l'histoire qui est racontée. Et si l'histoire, elle est pas super, ben pour l'instant, on n'y croit pas trop. C'est ça qui est un peu dommage actuellement pour les nanas, on n'y croit pas trop. Parce que, notamment, l'histoire... c'est pas qu'on n'y croit pas à ce qu'elles font, mais bon, on n'est pas investi, quoi. Ou pas beaucoup. Et ça, c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Et c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, que le travail des commentateurs et français, Monsieur Feuillant et
Monsieur Mistrangelo, qui sont donc les noms des commentateurs français qui sont hyper sympas dans leur façon de communiquer, hein, ils sont pas désagréables du tout. C'est hyper important parce qu'en fait, il nous donne énormément d'informations sur l'expérience, l'histoire passée et tout ça de ces catcheurs, de ces catcheuses. Et en fait, c'est primordial pour nous faire comprendre les enjeux de leur confrontation à tous et à toutes. Alors, on va en profiter pour faire les petites couches osseuses plus claires. Donc ça, on le fait avec un pinceau tout pourri, tout abîmé, comme ça. Je sais pas si ça se voit parce que je tremble. Il fait pas le focus, le truc de tout pourri. Voilà. Voilà, on va se faire son petit brossage à sec sur les os. Ah, là, c'est un pot qui m'a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Il y a les shows sont sympas parce que même si les histoires sont pas... Alors, les histoires entre les nanas sont pas folles actuellement, mais les catcheuses étaient particulièrement douées et notamment, les commentateurs nous ont bien fait comprendre les enjeux en nous expliquant ce qui se passait entre elles. Et ce qui était cool, c'est qu'elles sont pas du tout parties sur un combat, comment on appelle ça, qui se voulait hyper spectaculaire, vous voyez, avec plein de sauts, de prises trop compliquées, parce que c'est dans ces cas-là qu'en fait, il y a le risque de faire une erreur et de casser toute l'ambiance du match. Non, au contraire, elles ont fait ce qu'on appelle un match hyper technique, et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien, parce qu'en fait... ça reste également très impressionnant. C'est-à-dire être capable, en fait, enchaîner les prises de soumission et les prises de contre, et du coup, enchaîner ce genre de mouvement-là assez bien, assez intelligemment. Ça permet justement de donner toute une ambiance au match, et notamment quand c'est bien fait. En fait, le match paraît pas lent du tout. Quand c'est mal fait, ça donne un faux rythme au match, et on a juste l'impression de voir des gens qui font ce qu'on appelle des prises lentes, en fait, où ils se tiennent l'un l'autre, et où du coup, on attend en fait qu'il y en ait un qui cède. Et c'est tout. Alors qu'en fait, là, le principe, c'est de lancer une prise, et puis presque lorsqu'elle a... En fait, avant que la personne l'ait verrouillée, vous savez, ça verrouiller, c'est l'expression quand on fait des prises de corps à corps de soumission, et en fait il faut verrouiller la prise, c'est-à-dire en fait bloquer, atteindre le point de blocage où en fait justement l'adversaire pourra pas se dégager. Et du coup en fait là le principe c'est que il cherche à passer des prises, et alors des prises un peu sympas quoi, pas du headlocker à la con, mais des prises qui vont bloquer qui vont tordre les jambes et tordre les bras. Et du coup, avant que la personne elle ait réussi à verrouiller, et l'adversaire il a réussi à dégager son bras d'une certaine manière, où en fait il va retourner la prise contre l'autre et tout. Et du coup ça peut aller très vite, et ça peut être hyper agréable à regarder, hyper fun, parce que du coup on sait pas qui c'est qui va prendre l'avantage, et quand c'est bien fait, on y croit à fond, quoi. On y croit vraiment à fond à cet affrontement en fait, qui a le plus d'expérience technique entre les deux, qui a le plus d'expertise technique entre les deux, et va réussir à définitivement verrouiller l'autre. Et voilà, et les jeux de verrouillage c'est hyper agréable. C'est hyper agréable à regarder parce qu'en fait, en général,
quand on voit un jeu de verrouillage en MMA, c'est très souvent également, en fait, ils jouent énormément sur leur poids pour écraser l'adversaire avec. Et c'est hyper important, le poids, je vous en ai parlé la dernière fois, dans les affrontements, le poids, c'est primordial. Alors qu'en fait, la question du poids, justement, elle ne doit pas apparaître dans le catch. Parce que sinon, ça fait pas rêver. Parce que sinon, en fait, le poids, c'est tellement important, c'est tellement un enjeu important dans un affrontement que la masse corporelle, ça fait une telle différence qu'en fait, dans le catch, on pourrait plus proposer le spectacle qu'on essaye de proposer, si on le prenait en compte. Du coup, l'objectif, en fait, c'est que lorsque ils font justement l'enchaînement des prises au corps à corps, et ben justement, il faut pas faire ressentir la charge corporelle, la difficulté corporelle du poids de l'adversaire. Et si justement ils font bien les choses, et ben on doit très très peu voir les prises d'appui. Les prises d'appui entre les différents catcheurs, où on doit pas voir qu'en fait ils s'entraident dans leurs mouvements. Voilà. Ça, c'est ça qui est un gros exercice en fait, c'est de montrer en fait des prises qui paraissent très impressionnantes, très difficiles, et qui le sont hein, d'ailleurs, qui sont impressionnantes et qui sont difficiles à faire, mais notamment parce que en fait ils arrivent à le faire parce qu'en fait ils sont à deux à les faire, et c'est pas l'un qui afflige et l'autre qui subit, c'est que voilà, ils s'entraident. Alors notamment sur les prises de portée, quand quelqu'un porte l'autre, eh bien, il faut bien tenir. Il y a aussi un peu le jeu de l'angle de la caméra. Hein, les gens qui sont les réalisateurs, les monteurs des shows, et ben en même temps, ils doivent être au taquet en direct pour justement dire non, fous surtout pas la caméra à cet angle-là, parce que là, on voit en gros plan qu'il a sa main sur sa hanche et que du coup, il l'aide à le porter sur son épaule. Et voilà, quand on est dans entre guillemets dans la salle ou dans le stade, enfin ou quel que soit, en fait on n'est pas assez proche du ring pour pouvoir voir le détail de où sont posés les doigts exactement. Du coup tu vois pas la blancheur sur les doigts d'un gars qui fait qu'en fait il est en appui sur sa main. Parce que, et du coup, il y a tellement d'appui que ça pousse le sang et tout ça. Et ben en fait, ça, tu le vois à la caméra, parce que la caméra, elle est à 20 cm, elle zoome à 20 cm des athlètes. Donc forcément. En fait, paradoxalement, le catch était très populaire avant la popularisation de la télé. Il faut quand même savoir qu'en France, c'était quelque chose qui cartonnait dans les années 50, 60, 70, le catch. Il y avait beaucoup de foires de villages où on avait des matchs de catch. André le Géant, il a commencé comme ça. Je sais plus comment il s'appelle en vrai, mais André le Géant, s'ils l'ont appelé André, c'est parce qu'il est français, il est d'origine française. Il était catcheur en France. Il était catcheur en France. Et à l'époque, dans les années il est mort au début des années 90, ou fin des années 80. Je sais plus quand est-ce qu'il est décédé, cet homme. Bref. Il a pas eu une vie... il a quand même eu une vie assez incroyable, ce gars. Il y a pas mal de reportages sur sa vie, ce type. Je pense qu'il pouvait difficilement avoir une vie plus épique que celle qu'il a eue grâce au catch. Et la carrière internationale qu'il a eue, les femmes qu'il a eues et tout ça. Mais il a quand même malgré tout vécu dans la souffrance, quoi. Sa maladie, elle était difficile, quoi. Cette maladie qui l'a rendu si célèbre et qui lui a donné ce physique, qui l'a rendu si célèbre et tout ça, ça particulier. Alors je sais plus exactement comment s'appelle cette maladie ou c'est laquelle, parce qu'il y a plusieurs maladies qui donnent cet effet-là au corps, en fait, qui fait que ton corps en fait a une croissance, je sais pas comment dire, c'est pas qu'elle s'arrête pas,
mais c'est que elle est anormalement développée, la croissance. Il y a des maladies qui font que ta croissance est permanente, est perpétuelle, et elle s'arrête pas, physiquement, musculaire, osseuse et tout ça. Il y a une autre maladie qui fait qu'en fait, c'est tes os qui poussent sans forcément que tes muscles et le reste de ton corps se développent. Donc les gens ils vivent avec beaucoup de douleur. Et il y en a une autre, c'est l'inverse, c'est tes muscles et ton corps qui se développent et tes os pas spécialement. Et il y en a une autre, elle fait que en fait t'as des collements. En fait, c'est l'espace entre tes organes et tes muscles et tout ça. Alors, ils grossissent parce qu'ils ont de la place pour se développer et tout ça, et pour d'autres raisons. Mais en fait, la maladie, elle provoque aussi des écartements entre tes organes. Et ça, c'est pareil, c'est dangereux. On fait des attaques cardiaques et tout. Et il y a un humoriste là, jeune, j'allais dire, qui a aujourd'hui 35 ou 36 ans en France, qui a cette maladie-là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a une interview de lui très intéressante sur la chaîne YouTube Dans ton corps. Bref, donc là je vous parlais de André le Géant. Du coup André le Géant, à la fin de sa vie, il était dans une douleur incroyable. Il buvait énormément d'alcool du coup pour compenser. Il buvait énormément d'alcool, il était complètement alcoolique le pauvre. Mais il était déjà alcoolique avant, hein. Aussi le truc c'est que quand on vit... c'était une époque où tous ces gens ils vivaient comme des... Ils avaient une vie comme le rock'n'roll, hein. Il y a beaucoup de choses je sais pas si vous connaissez le nom de Ric Flair. Et Ric Flair, c'est l'un des plus grands catcheurs des années 80-90, 70 même, peut-être, je sais plus quand il a commencé. Et il a pris sa retraite vers la fin des années... vers le milieu des années 2000. Mais il était déjà vieux, hein, il était déjà vachement vieux. Il a vraiment poussé sa carrière le plus loin possible. En fait, il y a eu une époque où il était, mais entre guillemets, au niveau du catch, au sommet du monde, ce gars. Ce gars, le seul qui était au-dessus de lui, c'était Hulk Hogan. Mais parce que Hulk Hogan, il était connu internationalement, parce qu'il avait fait de la télé, des films et tout ça. Lui, il n'avait pas fait ça, il avait fait que du catch. Mais au catch, il était au sommet du monde. Et ce gars-là, en fait, il vivait comme une rockstar. Et puis c'était pas le seul, il y en avait d'autres qui vivaient comme une rockstar. Et lui, il vivait comme une rockstar. Et l'alcool, la drogue, tout ça... l'expression straight age n'existait pas à l'époque, hein, je peux vous dire. C'était même plutôt bizarrement vu d'être quelqu'un qui boit pas, qui prend pas de la drogue, qui profite pas de sa vie, quoi. Qui voilà. Il y en avait qui disaient « Ah bah moi, vous savez, moi je prends pas la drogue. Par contre, du coup, les femmes, tout ça. Et puis, ils trompent leurs femmes, ils trompent ça, etc. Ils ont multiples à chaque... Parce que comme on fait du catch, on est rarement... le principe du catch, c'est qu'on est rarement chez soi, parce qu'on est constamment, entre guillemets, on the road, pour aller d'un show de catch à un autre show de catch. Si ta compagne ou ta femme n'est pas elle-même catcheuse ou du métier, si elle est, entre guillemets, sédentarisée, tu la vois pas, tu la vois jamais. Alors aujourd'hui, il y a l'avion, et puis quand t'es un catcheur connu, tu gagnes bien ta vie, du coup ça va, tu peux faire des allers-retours. Mais en vrai, c'est pas facile. Je sais pas si vous savez, Ronda Rousey, qui faisait l'ancienne championne de MMA, eh bien... Son père, il était catcheur, avant. Enfin, son père, son métier, c'était d'être catcheur. Il s'appelait Roddy Piper. Et en fait... c'est peut-être pas anodin, hein. Peut-être que le fait d'avoir un père musclé, etc., et très sportif, a fait que ça passe dans les gènes. Hein. Ça a peut-être aidé Ronda Rousey physiquement d'avoir un père ultra sportif, etc. Et après sa carrière de MMA, elle est allée faire du catch, dans la même fédération que celle qui avait eu son père. Et elle était ultra bien payée, mais vraiment très très bien payée. Et elle a fait quelques shows.
pas beaucoup, mais quelque chose. Je crois que sa carrière, elle a dû durer 6 mois. En gros. Donc en gros, pendant 6 mois, pendant 6 mois, 4 à 5 semaines, en gros, 3 semaines sur 4 ou 4 semaines sur 5, elle avait au moins un show. Ça veut pas dire qu'elle est absente toute la semaine, ça veut dire qu'en fait, elle a une date qui va la forcer à faire un déplacement en avion quelque part. Et je sais qu'au cours de ces 6 mois, elle a passé 3 semaines, parce qu'ils ont fait 3 semaines à Londres, en Angleterre, à ce moment-là. Et elle a dit, c'est hyper pénible, c'est hyper difficile, plus jamais je le ferai, je préfère retourner faire du MMA et me prendre des grosses tôles une fois tous les 6 mois, une fois tous les semestres ou tous les trimestres, ou cogner sur quelqu'un, etc., plutôt que de réenchaîner ce rythme, ce rythme où, en fait, de sport, en fait, de sport non-stop, de semaines où on doit faire une prestation sportive toutes les semaines, où en plus on n'est pas chez soi, etc., etc. Et en fait, voilà, elle a dit plus jamais je fais ça, plus jamais, c'est trop, c'est trop fatigant, voilà. Alors du coup, en fait, elle a taclé vachement l'ambiance du sport, du catch, en disant oui, vous faites pas du vrai sport, vous faites pas des vrais combats, mais oui, bien sûr qu'ils font pas du vrai truc, mais parce qu'après, à côté de ça, elle l'a reconnu, et elle s'en plaignait dans les vestiaires, elle disait c'est trop de travail, c'est beaucoup trop de travail, je suis pas chez moi, je veux être chez moi, je veux être avec mon mari, je déteste devoir prendre l'avion 4 fois par semaine pour aller dans une ville à Perpète-les-Oies pour devoir être sur un show, etc. Elle aime même pas devoir tenir un rôle, d'avoir un personnage, ça lui plaisait pas. Elle était payée une fortune, elle était payée beaucoup plus cher que des catcheuses qui étaient dans le milieu depuis des années et des années, qui se crevaient, justement comme elle, mais elle, depuis des années, et elle se posait pas la question. Et puis en plus, même si elle était dans la plus grosse fédération au monde, qui est donc la WWE, World Wrestling Entertainment, très souvent, c'est pas pour autant qu'on est bien payé. Vous voyez, et elle, par sa notoriété de catcheuse, de combattante de MMA titrée, elle avait été tout de suite prise avec, je crois qu'elle avait le 2e cachet le mieux payé quasiment de tout le show. C'est un truc de fou. Et à côté de ça, elle s'est pas mal plaint de la difficulté du travail, ce qui fait qu'il y a peu de chances en fait qu'on la revoie. Je dis il y a peu de chances, mais en vrai, elle a dégagé tellement de bénéfices, parce qu'en fait les gens venaient la voir. Les gens venaient voir cette fille. Et en plus, elle s'est pas trop mal débrouillée, mine de rien, dans le truc. Mais, à côté de ça, il y a pas mal de gens dans les vestiaires qui lui en voulaient de tenir ce genre de discours, parce que, en gros, de dénigrer leur travail, alors que, en fait, par dépit, parce qu'en fait, elle trouvait que c'était trop dur. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de tout ça. Je sais plus pourquoi je vous racontais tous ces trucs à propos de Ronda Rousey et du catch. Oui, je vous parlais du fait qu'il était dans la douleur, André le Géant. Ah oui, non, je vous parlais de Ric Flair qui... je suis parti tellement loin dans toutes mes explications, dans tous mes trucs. Alors, je sais plus tout ce que je voulais vous raconter, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que... Il y a tellement de choses à peindre. Qu'est-ce que je voudrais vous peindre? C'est pas vous peindre, c'est me peindre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avancer comme peinture? Un peu de tout. Faut que je fasse avancer mon armée de Stormcast et que je fasse avancer mon armée de Slave to Darkness. Parce que là, il n'y a rien qui avance. Alors... Écoutez, je suis un peu perdu... J'ai tellement de choses à peindre, là je sais pas trop... Il faudrait vraiment qu'en fait je me fasse un planning, un objectif en disant tu peins ça, puis après tu peins ça, puis après tu peins ça. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre le héros qui sera assis sur... On va prendre le héros qui sera assis sur le... Voilà. Attendez, je vais souffler un peu. Je vais mute.
Voilà, pardon. Alors, vous avez dû le reconnaître, ce personnage, cette figurine, c'est celle de la vampire, j'ai oublié son nom, Neferata, c'est ça? Et effectivement, ce sera cette figurine qui va me servir de... comment on appelle ça? De seigneur du chaos. Parce que je trouve qu'elle a un côté noble, altier et tout ça, avec sa grande robe sur le côté. Et du coup, c'est elle qui va être utilisée. Comment ça se met, ça fait... Comment c'est supposé se mettre? Je l'accroche là, comme ça. Ça va là. Du coup, elle a la main vers le bas. Faudrait que j'aille voir sur internet au lieu de faire Ou ça va sur sa taille comme ça. C'est bizarre. J'arrive pas à voir bien comment je suis supposé mettre les choses. Ouais, voilà. Du coup, il faut que je change la couleur de sa peau parce que là, la peau couleur os, ça va pas le faire du tout. Alors... Alors, vous voyez, là, j'avais fait une robe d'une couleur très métallisée à l'époque. Mais il va falloir changer ça parce que ça va plus correspondre avec le véritable style graphique de cette armée. Alors, on va peindre en rouge certaines parties, la grande partie là en bleu, rouge, et la partie au-dessus dans un bleu un peu plus clair. On va faire la grande robe dans un bleu foncé, la demi-robe en rouge, les voilures en rouge et la robe... Non, bleu foncé, bleu clair, rouge. On va faire comme ça. Ou on garde ce bleu là en dessous qui est sympa. Il faudra juste que je lui redonne un petit coup de polish, comme on pourrait dire. Ça, je le fais en vrai bleu et au-dessus en rouge. Alors, non, je vais certainement pas décider comme ça à l'arrache les couleurs que je vais mettre sur ce personnage. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que il est 21h41, ça fait presque 1h10 que je stream. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ce que je vais faire pour ces figurines. Je vais vous préparer l'émission de mercredi soir qui sera donc alors hop là, ce que je vais faire. Hop là. J'ai pas envie que vous voyez trop comment c'est foutu chez moi, pardon. Hop là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans une seconde. Hop là. Hop là, pardon. Choc. Voilà. Alors, on va réduire la taille de ma tête. Hop là, pardon. Voilà. Voilà. Ce que je vous propose là dans une seconde partie d'émission, c'est que je vais couper la musique. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je sais pas en gros, en fait, sur quoi j'allais avec ma peinture, j'aurais dû réfléchir mieux avant de me lancer. Je vais mettre fin à ce stream-là de peinture.
Et je vous propose, je vais lancer là après, immédiatement, de tester le jeu Underworld en format jeu numérique. Attendez, ma tête est un petit peu... Voilà. En format jeu numérique. Et donc voilà, ça va faire 2 petites vidéos ce soir. Enfin, 2 petites vidéos, ça fait déjà 1h10. Et puis, on va faire 50 minutes d'un autre jeu pour découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble, je connais pas du tout. Je vous le dis à tout de suite.